Donc, Yannick Bigouin, je suis délégué régional du mouvement associatif de Bretagne qui co-organise avec le Conseil régional de Bretagne ces assises. Voilà, avant de commencer, je vais peut-être faire une petite introduction et puis après, je vous présenterai les intervenants, sachant que Yves Bonneven doit partir avant 19h, donc il interviendra plutôt en premier, mais vous pourrez vous présenter tout à l'heure. Je veux dire d'abord qu'une grande majorité d'associations sont d'intérêt général. Elles rassemblent les citoyennes et les citoyens, elles leur permettent de porter des projets collectifs qui ont d'autres buts que la recherche financière. C'est le sens même de la loi 1901. Ces actions vont bénéficier à l'ensemble de la société, que ce soit au niveau local ou régional. La destinée des associations est donc intrinsèquement liée à l'action publique, non pas uniquement pour ce que les associations peuvent bénéficier, parce que les associations peuvent bénéficier de subventions publiques, mais aussi pour ce qu'elles sont comme partie prenante d'une société plus solidaire et fraternelle, qu'elles agissent dans le social, la culture, le sport, l'environnement. Quelques chiffres pour vous montrer la place du monde associatif en Bretagne. Il y a 80 000 associations en Bretagne, on les a présentées ce matin, et c'est dans l'Ouest France aussi ce matin, on essaie de les repérer, 80 000 en tout, 10 000 associations employeuses, plus de 100 000 salariés dans le monde associatif, et sans doute, on a du mal à estimer, mais autour de 700 000 bénévoles, ce qui n'est pas rien, donc c'est un poids important. On va parler donc ce soir de quels ingrédients pour une coopération association-collectivité réunie. Autour de la table virtuelle, j'ai Yves Bonneven. Je vous laisse vous présenter, Monsieur Bonneven. Oui, bonjour et bonsoir à tout le monde. Yves Bonneven, donc je suis le maire de la commune de Grandchamp dans le Morbihan. Je suis aussi président de l'association des maires du Morbihan, plus d'autres mandats par-ci par-là. Voilà. D'accord. Également, toujours dans le Morbihan, Christophe Guilloux et Marie Lemoyle. Je vous laisse vous présenter si vous voulez. Oui, bonsoir. Christophe, je co-préside l'association Finambule. Et voilà, c'est une association d'activités culturelles sur la commune de Saint-Aignan. Donc moi, je suis Marine Lemoyle et donc je suis seconde adjointe à la mairie. Donc je fais partie de la nouvelle équipe mise en place au mois de mai dernier. Et enfin, autour de la table, il y a Arnaud Henry, qui est adjoint au maire dans la commune de Plouguerneau, mais qui est aussi ancien président de l'association Famille Rurale. Arnaud, je voulais vous présenter. Avec le micro. Le micro. Ta présentation était parfaite, j'ai rien à rajouter. Oui, c'est vrai que c'était plutôt en te demandant de te présenter, je t'ai présenté. Voilà. Très bien, on va commencer avec vous. On va avoir 3 temps dans cette discussion. D'abord, un premier temps sur un regard plutôt un peu, on peut dire, départemental, puisque M. Bonneven, vous êtes président d'une association départementale. Puis après, des illustrations plus locales avec Christophe Guilloux et Marie Lemoyle, mais aussi Arnaud. Et enfin, on va vraiment rentrer sur quels ingrédients font une coopération entre associations et collectivités. Alors, la première question que j'ai à vous poser, M. Bonneven, c'est à l'échelle départementale, mais aussi locale, puisque vous êtes maire de Grandchamp, c'est quoi une collectivité qui sait travailler avec les associations? Comment est-ce qu'elle fait et comment ça s'organise concrètement? J'ai envie de vous prendre un exemple très concret qu'on a vécu suite à la loi NOTRe et aux fusions des intercommunalités. Quand on a travaillé sur les projets de territoire, une phase très intéressante, quand on a rebalayé tous les outils de planification et qu'on a travaillé sur le SCOT, nous, on est sur un territoire qui s'appelle Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, avec comme ville centre Vannes, et on est 34 communes. Et il fallait définir un peu l'organisation territoriale. Et dans ce schéma d'organisation territoriale, ça n'a pas été très compliqué de faire admettre à tout le monde qu'il y avait la ville-centre, qu'il y avait la première couronne, et ça constituait en gros le cœur d'agglomération, mais qu'à côté, on avait la chance d'avoir des pôles d'équilibre, des pôles d'appui, qui sont ni plus ni moins que les anciens chefs-lieux de canton qu'on connaissait avant la réforme du nombre de cantons. Et on avait pour habitude de définir ça comme des petites centralités rurales ou littorales. Et dans la définition du mot centralité, on parlait essentiellement, pour définir une centralité, de commerce et de services. Et bien sûr, notre SCOT, on a fait admettre que
en plus des commerces, en plus des services, il faut mettre le tissu associatif parce que c'est un élément structurant d'une centralité sur un territoire. Et si je prends ça à l'échelle de ma commune, c'est plus de 110 associations qu'on a la chance d'avoir sur une commune d'à peu près 6 000 habitants. On a un peu moins de 6 000 habitants. Et quand on parle de centralité, il suffit de voir que ce soit dans le domaine du sport, de la culture, du patrimoine et autres. Chaque fois qu'il y a des activités, chaque fois, c'est une véritable économie sociale et solidaire qui est générée. Quand je prends mon centre-bourg en fin de journée avec les parents qui amènent leurs enfants aux différentes activités associatives, ça contribue à la notion de centralité. Et ça a été très intéressant pour justement mettre en avant ce partenariat extrêmement important parce qu'on s'y habitue et on n'y pense vraiment plus à la fin. Et je pense que c'est intéressant de le rappeler. Quand on parle de centralité sur un territoire, on parle des commerces, des services et des associations. D'accord, vous mettez donc au même niveau le monde associatif que le monde dit économique classique. Alors, on est en train d'essayer, je n'ai pas fini l'exercice, mais on est en train d'essayer de chiffrer les retombées économiques que ça peut générer sur un territoire. Alors, on connaît les nombres d'adhérents sur nos associations, on connaît le nombre de membres des associations. Et ensuite, on est en train de faire tout un travail de chiffre d'affaires direct ou indirect généré par ces associations. Et on se rend compte que oui, c'est une vraie économie sociale et solidaire et non négligeable qui représente une activité importante de la vie de notre commune. Alors, ça n'a peut-être pas les proportions qu'on aimerait peut-être, mais c'est non seulement pas négligeable et c'est important de le ressouligner. J'ai eu un débat aussi, pour prendre un deuxième exemple. On a créé une salle de sport, une nouvelle salle de sport il y a 2 ans. On a décidé de mettre un mur d'escalade. Ce genre d'équipement, ce n'est pas des équipements qu'on va mettre dans les 250 communes du Morbihan. Il y a une notion d'optimisation, on va dire, de l'argent public. Et l'idée, c'est qu'on regroupe des clubs à des échelles intercommunales. Et je me souviens d'une assemblée générale de la première année où on était déjà à 159, j'ai le chiffre en tête, 150. Et quelqu'un me faisant une réflexion en me disant « Mais monsieur le maire, plus de 50% des adhérents ne sont pas de la commune. » J'avais répondu à l'époque, mais alors, ça gêne quoi et en quoi c'est gênant? Parce que justement, c'est plus de 50% qui viennent de l'extérieur. Quand ils viennent pratiquer leurs activités associatives, sportives là en l'occurrence, eh bien, ils génèrent de l'activité sur la commune. Et je pense qu'on était tous d'accord à la fin de la réunion de l'intérêt de ce genre de choses. Donc les associations sont une chance pour une commune. C'est ce que vous dites. Très bien. Eh bien, voilà effectivement un beau plaidoyer pour le monde associatif au niveau communal. On peut porté par un maire. Parfois, comme j'ai l'impression, mais là, c'est plus votre casquette, je veux dire, de président des maires du Morbihan et des présidents de PCI. Parfois, il y a comme parfois des tensions. Les associations sont un peu perçues comme des collectifs de contre-pouvoir. Donc, il y a certaines... ça se passe pas toujours bien. Mais néanmoins, c'est aussi parfois les élus locaux, et parfois même au-delà, viennent du monde associatif. Donc c'est un creuset de citoyenneté, mais aussi, ça peut arriver qu'ils aient un rôle de contre-pouvoir. Vous le sentez sur votre territoire du Morbihan? Oui, mais bon, après, on est sur des associations très thématiques avec des objets bien précis, mais globalement, le tissu associatif qu'on va retrouver dans la plupart des communes de France, il va tourner autour des mêmes thématiques. On va trouver le sport, la culture, les solidarités. Je voudrais juste insister sur la notion des solidarités. Quand je vois sur ma commune, aujourd'hui, toute l'aide alimentaire est gérée à 100% par... alors bien sûr, il y a l'appui logistique de la commune par le CCS, mais 100% est géré par le tissu associatif. On a une friperie, plutôt un vestiaire social avec de la vente de vêtements de deuxième main, 100% géré par le tissu associatif. Et les recettes de cette Malle des Malins, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, viennent financer l'achat de l'aide alimentaire.
un schéma comme ça, c'est un schéma au service de la collectivité. Alors, précisons aussi que quand on regarde nos budgets communaux, bien sûr, il y a le fonctionnement et les subventions qu'on peut apporter dans le fonctionnement, mais si vous regardez les investissements de la plupart des collectivités, une part non négligeable est réservée aux équipements nécessaires à la vie de ce tissu associatif. Ce n'est pas neutre dans le budget d'investissement d'une commune. On a, que ce soit toujours dans les mêmes thématiques, la culture, le sport, dans plein de domaines, mais on a une part importante, donc nos activités sont intimement liées. Et je voulais juste aussi préciser que une commune qui fonctionne bien avec ses associations, c'est une commune qui n'hésite pas à apporter de l'appui logistique aux associations. Aujourd'hui, la vie d'une commune, elle passe par des événements et de l'événementiel. Ce n'est pas le métier de la commune de porter de l'événementiel. Par contre, le métier de la commune, c'est d'apporter toute la logistique nécessaire au bon fonctionnement de l'événementiel. Et quand on voit parfois la lassitude des bénévoles, elle est moins forte quand ils savent qu'ils ont une collectivité derrière qui n'hésite pas à mettre les moyens en termes de logistique. J'ai eu la chance cette année d'organiser les championnats de France de vélo. 7 semaines avant l'événement, on ne savait pas qu'on allait l'organiser. Il a fallu mobiliser 900 bénévoles à l'échelle des 3 jours. Jamais on n'aurait pu le faire si on n'avait pas apporté toutes les garanties de logistique autour de ces bénévoles. Le back-office d'une commune, qu'il soit administratif, technique, jusqu'à faire les plans, c'est tout con, mais organiser les parkings pour des camping-caristes ou organiser les parkings pour des voitures, si vous n'avez pas un SIG, si vous n'avez pas quelqu'un qui est capable de vous faire un plan pour donner le papier bien fait à l'équipe de bénévoles, c'est ça qui fait toute la différence. Et 2 heures après, tous les piquets sont mis, toutes les baliroutes sont mises, etc. etc. Donc, le partenariat des collectivités est extrêmement important autour du tissu associatif. C'est pour ça qu'on a rédigé, je ne sais pas si vous le voyez sur ma caméra, mais il est à l'envers, mais on a rédigé cette année le guide des démarches associatives, parce que plus vous en avez, plus ça nécessite de la méthode et de l'organisation. Et ça devenait tellement, on va dire, chaud bouillant les activités associatives qu'on a eu besoin de mettre une organisation pas plus stricte, mais mieux organisée, mieux cadrée pour que tout le monde puisse être plus efficient. Et dans votre commune, vous avez une agence dédiée au monde associatif. Comment est-ce que vous fonctionnez dans les services? On avait pour le sport un OMS, un office municipal du sport. On est en train de créer un office municipal du patrimoine. On a la chance d'avoir du patrimoine verniculaire important. On a 8 chapelles. Chaque fois, c'est géré par des associations. Vous savez, avec les pardons, le pardon récupère des sous pour financer une partie des travaux et la commune va chercher le reste des subventions nécessaires sur les aides au patrimoine. Les services techniques apportent leur. On vient de créer cet office municipal du patrimoine et on est en train de créer un pôle culturel qui regrouperait également tout le tissu associatif autour de la culture. Très bien. On a mis en ligne, Gwendoline, pendant ce temps, elle a trouvé donc le guide de Grandchamp, voilà, que vous pouvez avoir accès par le lien qui est dans le chat. En parlant du chat, n'hésitez pas à intervenir dans le chat, comme voilà. Comme Loïc qui vous félicite, voilà, ou d'autres, si vous avez des questions tout le long, on les prendra et puis on pourra vous les reposer au fil de la discussion. Merci, Monsieur Blundven, vous pouvez rester avec nous encore quelques temps, je crois. Je vais maintenant interroger, comme toujours dans le Morbihan, Christophe Guillou et Marine Lemoyle sur des illustrations locales dans leur commune de Saint-Aignan. Comment vous travaillez ensemble, ce regard croisé entre une élue d'une commune et puis un responsable associatif. Comment est-ce que vous faites? Quelle est votre pratique? Je vais me laisser Christophe répondre en premier. Moi, c'est vrai que j'ai repris le relais de la commission vie associative de la commune il y a peu, donc il connaît plus l'historique de l'échange qu'il y a entre la municipalité et son association. Après, ce qui est intéressant, c'est que justement, on est en train actuellement, de voir ce faisant comment
va se recréer de nouvelles relations avec l'équipe communale. Reste que ce qu'on a entendu avec Monsieur Benoît, c'est tout à fait vrai. Cette idée qu'effectivement, il n'y a pas que les subventions, et il y a toute une économie communale, à échelle communale, qui se met à disposition des associations, et que les associations nourrissent également. Je pense notamment effectivement aux équipements. Il y a aussi le fait que, et là c'est vraiment quelque chose qu'on a peu l'habitude d'entendre, c'est que parfois il suffit d'un rien, ou de moins un semblant de rien. Ce que je dis souvent, c'est qu'à Saint-Aignan, en tout cas dans une commune qui, elle, fait 620 habitants, ce que nous avons trouvé, donc une association qui organise deux choses, un festival et une saison culturelle. Ça demande un sacré rythme d'organisation, d'événements. On parlait d'événementiel avec Monsieur Benoît tout à l'heure. Ça fait donc toute une année à organiser des événements. Il faut qu'on ait absolument une mairie qui soit à l'écoute. C'est pas une mairie qui subventionne, c'est pas une mairie qui construit une salle de concert. On va pas demander ça, et c'est pas notre but. Vraiment, le but, c'est d'avoir quelque chose, ou en tout cas une entité collective qui appartienne, qui représente la commune, et qui, elle, nous donne finalement à la fois une confiance et une liberté de nous dire, vous pouvez organiser ça, on est derrière vous, on vous encourage, c'est vraiment ce qu'il faut pour notre commune, ça dynamise la commune, et justement, rien que d'entendre ce discours-là, eh bien, ça apporte quelque chose à la commune. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire des économies et arrêter de subventionner ou quoi que ce soit, ce n'est pas du tout le propos. Mais souvent, j'ai l'impression qu'on oublie ça, parce que l'association qui organise ça à Saint-Aignan est née dans d'autres contextes, dans un autre contexte géographique, en l'occurrence dans des villes un peu plus grandes, même si c'est proche d'ici, notamment la ville-centre, on parlait de ville-centre en intercommunalité, à Pontivy. Et finalement, certes, on a plus de moyens techniques mis à disposition par les communes. On a parfois, et même bien souvent dans des communes plus grosses, plus de subventions. Mais on a peut-être moins ce lien de confiance et d'écoute qui a pourtant eu vraiment un effet très direct sur nos activités ici dans un village de Centre-Bretagne. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'était quand même très complet, mais oui, c'est toute cette dynamique des associations. Je veux juste rajouter Saint-Aignan, donc c'est 620 habitants, et alors aux dernières nouvelles, on a 17 associations, donc diverses et variées. Et c'est vrai que c'est un tout petit village qui a un milieu associatif très développé, et je pense que ça se ressent dans le village. Donc là, vous faites vraiment union pour faire vivre le village, si je comprends bien, avec un rapport de confiance entre vous. Très bien, merci. Pardon, excuse-moi. Ce qui est vrai, c'est que par exemple, dans le conseil municipal, que ce soit le précédent et que ce soit celui d'aujourd'hui, il me semble que quasiment chaque membre du conseil est aussi un membre actif d'une association. Enfin, voilà, Marine dit ça à la fois en tant que témoin adjointe, mais aussi en tant que membre actif d'une autre association qui, elle aussi, est une association culturelle. Donc voilà, c'est vraiment plus de l'ordre de l'engagement au sens large que simplement un rapport de tu es conseillère, je suis coprésident d'une association. Je pense que le rapport n'est pas du tout le même à partir du moment où en fait on parle d'égal à égal, puisque nous connaissons tous les mêmes problématiques. Très bien, c'est très intéressant. Avant d'interroger Arnaud-Henri, comme M. Bleven est un peu pressé et qu'il a une question, puisqu'on est une cinquantaine ce soir réunis, une question pour vous, M. Bleven. Avez-vous des salariés associatifs? Non, sans doute pas, puisque vous êtes élu d'une collectivité, mais comment vous appuyez, vous aidez les salariés alors non, avez-vous des salariés associatifs où votre appui avec les salariés de la commune suffit? Je ne sais pas si je pose bien la question. Alors, je ne sais pas si Éric Lepeinteur qui intervient, mais peut-être que vous pouvez poser la question directement. Oui, c'est madame, excusez-moi. Je vous vois dans la vignette. Allez-y. Je voulais venir habiter chez vous, dans votre commune, parce que je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites. Moi, j'habite à Rennes, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, je pense que vous devez jongler entre les salariés de la commune, enfin de votre mairie et les associations, mais est-ce que vous comptabilisez ce temps associatif effectivement et vos salariés de la mairie
disent des fois, ça commence à bien faire avec les associations, on n'a plus le temps de faire notre travail. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez compris ma question? Oui, tout à fait. Alors déjà, par principe, on a un comptable qui est assez rigoureux et qui nous a imposé des fiches analytiques chaque fois que la commune est très impliquée. Je parlais d'événements tout à l'heure. Dans l'événementiel, on fait une comptabilité analytique de tout le temps passé par l'ensemble des services pour faire une valorisation, même si on ne refacture ça, bien entendu, pas à l'association, mais c'est simplement pour avoir, on va dire, une comptabilité de ce que coûte aujourd'hui le soutien à l'associatif. À l'inverse, on a aussi poussé ces dernières années nos associations à structurer de l'emploi associatif. On a mis en œuvre tout ce qu'on pouvait mettre en œuvre, d'abord par un dispositif de subvention pour tous les emplois associatifs. C'est-à-dire qu'une une association qui fait l'effort de structurer, je pense par exemple au sport, souvent pour une question de diplôme et d'éléments diplômants pour pouvoir faire de l'encadrement, on a permis à ces associations d'avoir une subvention au travers de 2 dispositifs. Une subvention à emploi sportif et un contrat d'objectifs et de moyens, vous savez, quand on a essayé de mettre en place des postes. Et on trouve un partenariat avec ces éducateurs, puisqu'on emploie pendant toutes les vacances scolaires tous ces éducateurs sportifs diplômés. On les récupère dans notre politique jeunesse et dans notre ALSH comme éducateurs pendant les périodes de vacances. Ce qui permet de leur donner du travail toute l'année et qui permet de baisser la charge pour les associations. On fait ça au moins avec 4 éducateurs sportifs sur notre système jeunesse et ALSH. Très bien. C'est un peu MD, mais bon, voilà, on se débrouille. Et vous savez, à une époque, on avait des aides sur les contrats aidés. N'ayant plus les subventions d'État sur les contrats aidés, il faut qu'on trouve des solutions malignes. Et voilà une des solutions pour permettre à ces emplois de rester pérennes et de trouver un soulagement financier pour l'association qui les porte. Et vous avez bien au sein des agents, c'est une question, une personne qui s'occupe de la coordination des activités associatives? Non, en fait, on a des responsables en lien avec les associations dans à peu près tous les services. Par exemple, sur les équipements, on a un référent pour les équipements sportifs, on a un référent pour les équipements, je pense à la salle polyvalente, on a un espace 2000 avec presque une jauge à 1000 personnes. On a là quelqu'un qui est en capacité à répondre aux besoins techniques des associations, etc. On a également sur la communication, et ça, c'est pas neutre, on met notre service de communication et également la personne qui s'occupe, le webmaster de la commune, au service des associations. Alors là, il faut faire très attention. Il faut que ce soit programmé à l'avance. C'est ce qu'on a mis dans le guide de démarche associative. Ce n'est pas aujourd'hui pour demain, parce que ça ne marche pas. Il faut trouver des règles. Donc, les associations se sont habituées maintenant à ouvrir des fiches et à travailler planning, à travailler outils de communication en partenariat avec la commune. Mais il faut mettre de la méthode, parce que sinon, on est vite dépassé. C'est effectivement, le monde associatif est tellement bouillonnant, il y a tellement d'activités, tellement de projets, que parfois il faut un peu cadrer pour encore plus faire ensemble. Arnaud, je vous laisse la parole pour savoir comment ça se passe à Plouguerneau et peut-être plus particulièrement les relations qu'il peut y avoir entre l'association Famille Rurale, bien connue en Bretagne, et la commune de Plouguerneau, où vous êtes adjoint. Oui, alors à Plouguerneau, finalement, beaucoup de choses ont déjà été dites par les personnes qui viennent de parler. Nous, la commune de Plouguerneau, notre ambition aussi, c'est le soutien au mouvement associatif, c'est un élément très important. Alors, comment ça se traduit chez nous? C'est d'une part un délégué à la vie associative parmi les conseillers municipaux, et puis c'est une salariée, en l'occurrence, qui, elle, est chargée des relations avec les associations, mais elle n'est pas toute seule, en fait, à faire ce soutien. Comme disait M. Blondin, en fait, finalement, c'est très transversal. Et finalement, les autres services sont aussi impliqués que cette personne dans la relation aux associations. Ça va être le service enfants-jeunesse pour une partie des associations.
Pour la partie logistique, c'est un gros investissement des services techniques, ça c'est indéniable. Voilà. Pour ce qui est de l'association Famille Rurale, en fait, sur Plouguerneau, cette association, son activité pour le moment principale, c'est l'accueil périscolaire des 5 écoles qu'on a sur notre territoire. Donc, on a 2 écoles publiques, 2 écoles privées, plus une école Diwan. Et donc, cette association accueille en moyenne 250 enfants par jour. Voilà. Et donc, quelle relation cette association a avec la mairie? Clairement, la mairie a intégré cette association au début des années 2000 dans la démarche du contrat enfant-jeunesse sur son territoire, qu'il l'a associé aussi à l'élaboration du plan éducatif local, quand celui-ci a eu le jour en 2014-2015. Et la mairie, tout à l'heure, M. Blenven parlait justement à la fois de finances, de fonctionnement, mais d'investissement. Et bien, en fait, la mairie a construit un bâtiment spécifique pour l'association Famille Rurale, pour qu'elle puisse accueillir d'une part les enfants en périscolaire, mais aussi le mercredi et pendant les vacances, en mode d'accueil de loisirs sans hébergement. Voilà. Et donc, c'est un soutien en fait très fort, que ce soit en valorisation d'équipements ou de personnel, mais c'est aussi un soutien au titre de la subvention très important, puisqu'en fait, cette association perçoit pratiquement 5 fois plus que celle qui vient juste après. Et clairement, cette activité, elle est reconnue comme de service public, si je peux dire, par l'ensemble du conseil municipal. Et puis cette association peut quand même se vanter, c'est la seule qui a toujours le vote à l'unanimité au moment des attributions de subventions sur la commune. Voilà. Très bien. Merci, merci Arnaud. Je voudrais revenir un peu à Saint-Aignan et j'allais dire cette fusion, mais c'est le mot qui me vient là, entre les associations de la commune et la collectivité. C'est quoi la différence en fait? Parce que vous êtes, Marie, c'est ça, le Moal, vous venez du monde associatif et vous avez basculé en quelque sorte dans le monde politique local. Vous, Christophe, vous êtes dans le monde associatif, mais en fait, vous formez la même communauté pour l'intérêt général. Donc, il n'y a pas de grande différence à part question de statut, quoi. Vous portez un projet commun. C'est ça qui vous unit, c'est d'abord un projet commun pour le territoire. C'est ça, ouais. Enfin, pour parler en mon nom, moi, je suis arrivée au sein de la mairie, je pense, par le milieu associatif. J'étais quelqu'un de très actif dans différentes associations de Saint-Aignan. Et le chemin m'a amené à prendre un rôle au sein de la mairie. Et je pense que c'est comme toi aussi à une époque. Oui, parce que j'ai été conseiller municipal moi, au précédent, mais moi je suis tout à fait d'accord avec cette idée de communauté et je reviens aussi à la notion de parler d'égal à égal. Pour donner un exemple très concret, notre association qui jusque-là faisait ce que M. Blenwen appelait effectivement l'événementiel, on avait l'envie, ça fait quelques mois qu'on a l'envie de passer à quelque chose de plus long souffle, et c'est-à-dire de pouvoir organiser une résidence d'artistes sur la commune, donc une véritable résidence de presque un mois pour créer une œuvre d'art. Ça, c'est simplement pour poser le paysage de l'exemple. Ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on arrive en commission municipale pour discuter de ça, ce que nous, on oublie en tant qu'association, c'est qu'on peut arriver face à une personne comme Marine qui a un bagage beaux-arts, qui a un bagage de ceci ou bagage de cela. On peut aussi arriver devant tel conseiller municipal ou tel autre citoyen qui, lui, il a des compétences en soudure et donc, effectivement, la personne qui va venir pour la résidence artistique va pouvoir bénéficier de l'atelier de cette personne ou les compétences ou le temps de cette personne qui va bien vouloir pour créer quelque chose ensemble. Donc, effectivement, de toute façon, on ne peut pas faire autrement que communauté dans une commune de 620 habitants. Si on n'est pas d'accord, on est bien obligé de se le dire à un moment donné. On ne va pas continuer à se croiser très très longtemps en étant soit pas content ou en ayant gros sur la patate pour pouvoir dire au fait, cette subvention elle a été votée, pas votée. En général, tout est clairement dit. Et ça ne veut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Ce n'est pas du tout ça. On a aussi des désaccords avec la mairie. Mais effectivement, l'avantage, en tout cas le sentiment d'avantage que les associations ont ici, c'est que on fonctionne ensemble et donc on n'a pas de raison de se cacher quoi que ce soit, de prendre du retard sur quoi que ce soit. Les choses sont dites et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir une grande liberté.
la mairie nous dit, bah, là, on peut vous aider, là, on ne peut pas vous aider. Vous situez votre fenêtre dans ce dispositif et à partir de là, vous faites ce que vous voulez. Et ça, rien que d'avoir ça, c'est quelque chose. On est aussi dans une commune où il ne faut pas prendre date trop longtemps à l'avance pour avoir un espace public qui, certes, n'a pas les avantages d'un espace très équipé, mais qui a l'avantage de pouvoir justement accueillir plein de choses de manière spontanée. Et ça, c'est rien que ça, le fait que la mairie soit en capacité de nous donner ça, c'est déjà une richesse en soi. Ça nous permet de l'improvisation, ça nous permet d'essayer, ça nous permet d'être laboratoire également. Bien, merci pour votre témoignage très fort et très incarné. Alors, j'ai pu passer tout à l'heure une question, mais parce que je pense que c'était pour M. Blodven, sur le statut des salariés. C'est Virginie Thébault qui voulait la poser. Je vous laisse la poser directement si vous êtes toujours là. Je n'ai pas repéré. Alors, bonjour, effectivement, je suis toujours là. Je m'interrogeais effectivement sur ces salariés qui sont tantôt en emploi via les collectivités, tantôt en emploi via les associations. Est-ce qu'ils ont un contrat de droit privé? Est-ce que et avec des CDD qui se cumulent, ou est-ce que c'est un contrat de droit public avec une mise à disposition aux associations? Voilà. Je vous laisse répondre. Oui, non, ça part d'abord de l'emploi associatif, donc de l'emploi privé. Et c'est un dispositif qu'on a mis en place quand les contrats aidés ont été stoppés. Il a bien fallu venir en appui financier à ces associations. Et c'est comme ça qu'on a proposé de prendre ces salariés en prestation pour plusieurs semaines dans nos dispositifs jeunes et ALSH. Mais ce sont des contrats entre le salarié et l'association. Merci beaucoup, monsieur. Moi, j'avais peut-être une question aussi à l'intention de Arnaud. Arnaud nous a bien précisé que Famille Rurale était vraiment très, très impliquée dans la commune et avait une mission de service public. Mais alors, c'est quoi la différence entre une mission de service public portée par une association et un service public porté par une collectivité? Est-ce qu'il ne faudrait pas plus avoir un service dédié au public, voilà, comme fait Famille Rurale, plutôt que de faire appel à une association? C'est quoi la différence entre les deux? Chez nous, en fait, la différence à Plougarneau, à mon sens, elle est historique, en fait. C'est-à-dire que, pour dire les choses clairement, Famille Rurale s'est positionnée, en fait, dès la fin des années 60 sur l'accueil périscolaire. Et parce que c'était, excusez-moi, la première génération, finalement, chez nous, de femmes qui se tournaient vers un emploi et elles avaient besoin d'un mode de garde pour leur enfant. Et en fait, de fil en aiguille, cette activité, elle est arrivée jusqu'en 2020, voilà. Et finalement, la mairie n'a jamais eu besoin de prendre à son compte, en fait, cette activité. Voilà. Alors, il y a l'aspect financier, on ne va pas se mentir, c'est-à-dire que pour une commune, ça coûte quand même moins cher de donner une subvention que d'assurer elle-même ce mode de garde. Hein. Voilà, c'est clairement. Maintenant, la vision d'une municipalité comme la nôtre, en fait, c'est pas du tout ça, en fait. C'est que Famille Rurale, ça peut être aussi bien autre chose. C'est-à-dire qu'il y a cet accueil périscolaire, il y a cet accueil de centre aéré, on va dire ça comme ça, mais cette association a la vocation aussi à faire d'autres choses qui sont aussi pour nous de l'intérêt général, peut-être pas une notion de véritable service public, mais d'intérêt général. Ça va être la multiplication de nouvelles activités. Actuellement, cette association essaie d'avoir l'agrément pour devenir un espace de vie sociale en partenariat avec la CAF et puis avec le soutien des municipalités. On voit en fait qu'ils ont déjà la structure pour faire ce genre de choses. Ne réinventons pas la roue. Ils ont une connaissance du tissu associatif, ils ont une connaissance de la population, du territoire. Bon, et ben ils le font très bien. Voilà. Très bien, merci Arnaud-Henri. Alors, je crois qu'il y a une question de Arnaud Clugerie d'Oeil Rivière. Mais je vais vous laisser la poser directement, Arnaud, parce qu'elle est un peu longue, mais je pense que vous la poserez bien mieux que moi. Le temps que vous vous connectiez, j'imagine. Voilà, je vous vois apparaître. Allez-y, le micro. Vous m'entendez? Voilà.
Oui, en fait, bonsoir à tous et merci pour vos interventions. Vous avez évoqué, quelle que soit la taille de vos communes, beaucoup d'actions associatives qui sont des actions, comment on va dire, qui sont qui sont pas des actions en opposition en général au projet de la mairie. On sait que dans les démarches de transition écologique, les associations qui s'inscrivent dans ces démarches-là ont parfois plus de difficultés à trouver des terrains de coopération avec avec les municipalités. Et du coup, j'étais assez curieux de savoir dans les 3 cas de figure comment quels sont voilà, les espaces de discussion, quels sont les outils ou les bonnes idées que vous avez à partager pour que ces associations qui parfois ont un projet associatif qui diffère un peu de celui du projet de la municipalité puissent quand même trouver à organiser justement la vie associative et accompagner la transition écologique sur vos territoires. Pardon, excusez-moi. Peut-être que vous pensez en particulier aux associations de défense de l'environnement ou aux associations type les Coquelicots qui mettent un peu la pression parfois sur certaines communes, c'est Ça ça? peut être ça, mais ça peut être aussi des associations qui sont pour les circulations douces, la promotion du vélo. Enfin bon, dans tous ces cas de figure, on est souvent sur des terrains qui sont plus compliqués dans la relation entre l'association et l'élu. Très bien. Du coup, je reviens vers vous, Yves Blondel, puisque je sais que vous partez dans quelques minutes. J'en profite. Hein. Et puis, il y a une deuxième question qui est arrivée aussi sur le rapport, peut-être. C'est une question un peu aussi, enfin, plus structurelle entre l'association et les collectivités. On sait que le monde associatif est très proche des communes. Hein, c'est vraiment son interlocuteur privilégié. Par contre, les EPCI, c'est autre chose. C'est d'abord un suffrage universel indirect. Et là, c'est plus compliqué. Il n'y a pas souvent la compétence association, c'est autre chose. Et là, on sent bien des tensions parfois dans certains territoires autour des relations EPCI association. Mais première question pour Arnaud sur la transition. Alors, c'est bien de me poser la question parce que là, je vais prendre ma casquette de conseiller départemental et on a une actualité chaude actuellement avec Eau et Rivière puisque vous nous avez bloqué le contournement de l'axe Triskel qui doit relier Pontivy à Vannes depuis des années et des années. Et là, en l'occurrence, sur un problème juridique sur une enquête publique, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et là, effectivement, quand vous me posez la question sur la relation avec les associations, je ne vous cache pas que je ne suis pas du tout en phase. Alors, j'ai pris cet exemple-là, mais je sais que l'association est régulièrement en conflit avec les collectivités, notamment qui ont la charge des infrastructures routières et ce genre de choses. Après, c'est toujours trouver le juste milieu dans cette relation. Alors, nous, on est en commune rurale, mais j'ai mes collègues, et là, je suis au titre de l'association des maires, qui ont régulièrement les associations de défense on va dire, du trait de côte, etc., et qui ont aussi leurs soucis en matière d'urbanisme. On a régulièrement des collectivités qui sont attaquées de tous bords sur des problèmes d'urbanisme. Et plus on est sur des territoires attractifs, et plus la pression est forte. Oui, c'est un élément qu'il faut avoir en considération, mais moi, quand je parle du tissu associatif, je ne parle pas de ces mouvements. Je dirais que des fois, derrière l'association, je ne dis pas ça pour Eau et Rivière, hein, qu'on soit bien d'accord, mais souvent se cachent des intérêts particuliers qui sont loin d'être l'intérêt général. Je m'explique. Quand on voit le nombre de gens qui se battent pour venir avoir le plus bel emplacement pour construire la maison au bord du littoral, et une fois que ces gens-là sont arrivés, ils ne veulent plus rien autour d'eux. Quand on voit les démarches qu'ils ont entrepris pour pouvoir s'installer coûte que coûte là où ils sont, et ensuite leur position complètement anti-tout une fois installée, je me dis que l'intérêt général est parfois oublié. Sur une problématique comme les contournements routiers ou les infrastructures routières, moi je peux vous dire, pour avoir eu l'occasion régulièrement de travailler sur ma commune, j'en ai fait récemment, quand je vois les mesures compensatoires que l'on prend, qui sont souvent x2, x3 par rapport à l'impact qu'on peut avoir sur le milieu naturel, j'ai comme l'impression que depuis quelques années, il y a quand même eu
des efforts considérables de fait. Et je trouve dommage qu'on ne les prend pas en compte et qu'on est toujours sur ces aspects de blocage. Mais bon, effectivement, le monde associatif il est divers. Il y a sur 4000 associations, il y a toute une partie qui est faite par des associations de plaidoyer, de défense, de droit, etc. Et aussi des associations, il faut le reconnaître, qui ont certes le statut associatif, mais comme vous l'avez bien dit, qui sont des associations, on peut dire privées, privatives, NIMBY, on appelle ça Not in My Backyard, qui défendent un précaré, qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général, mais qui ont certes le statut associatif, qui est une loi de 1901, une loi de liberté, où il faut être deux pour s'associer sur un projet, ça suffit. Et effectivement, parfois, il y a ce type de dérive, c'est tout à fait juste. La grande majorité des associations travaillent pour l'intérêt général, mais il y a aussi cette minorité-là. Avant de partir, M. Bonneven, juste, je ne veux pas vous harceler de questions avant de partir, mais cette question, moi, qui me travaille sur les coopérations, donc, puisque c'est le sujet, quels ingrédients pour une coopération association-collectivité, on voit bien qu'aujourd'hui, comment dire, le pouvoir, en quelque sorte, en tout cas, les politiques publiques sont majoritairement intercommunales, c'est là où les décisions se prennent pour les territoires, hein, dans les EPCI, dans les petites communes, dans les agglomérations, les métropoles. Mais les relations ne sont plus les mêmes tout à fait entre l'élu local, l'adjoint au maire, le conseiller municipal qui connaît le monde asiatique comme sa poche, et le vice-président de la communauté de communes, où là, il y a parfois un vrai différentiel, il n'y a parfois pas de politique dédiée, alors que les subsides des communes baissent, celles des EPCI montent, et il y a un différentiel. Vous le sentez sur votre territoire de Morbihan ou pas? Oui, il faut juste rappeler que les intercommunalités, ce sont les communes qui les font, hein. Et normalement, dans toutes les commissions qui peuvent attribuer des subventions aux associations, elles doivent être composées d'élus. Et c'est aux élus de peser sur la défense de ce tissu associatif. Moi, ce que je dirais plutôt, c'est que quand on cumule à l'échelle d'une région comme la Bretagne, entre la région Bretagne, entre les 4 départements, entre les 59 intercommunalités et les 1208 communes qu'on a la chance d'avoir dans ce territoire, quand on cumule les subventions aux associations, ça doit représenter, je ne connais pas le chiffre, mais j'aimerais bien le connaître un jour, parce que ça doit représenter une somme considérable. Tout ça pour dire que quel que soit le niveau de la collectivité, une collectivité, qu'elle soit grande ou petite, reste un partenaire privilégié d'une association. Bien sûr qu'au niveau des intercommunalités, on a l'impression que le pouvoir de décision s'est un peu écarté, mais encore une fois, l'intercommunalité, c'est avant tout l'émanation des communes. C'est à nous, élus, de faire en sorte que ça fonctionne comme ça et qu'on ne laisse pas le pouvoir décisionnel trop s'écarter du terrain. Et en l'occurrence, en tout cas, moi, je ne me plains pas trop de l'implication de notre intercommunalité dans le soutien du milieu associatif. D'accord. Vous avez raison, il y a un soutien fort des politiques publiques envers le monde associatif, mais aussi, de l'autre côté, si on retire tout ce que fait le monde associatif sur les territoires de Bretagne, que serait la Bretagne sans le monde associatif, quoi? Les services seraient sans doute beaucoup plus chers que ce que ça apporte sur les territoires. Voilà, c'est effectivement un accord, hein, c'est le sujet de cet atelier, hein, c'est une vraie coopération qui doit durer. Francis Lelay, je crois que vous voulez intervenir directement. Oui, j'ai envie d'intervenir. Allez-y. Je peux y aller? Allez-y, allez-y. D'accord. Par rapport au maire, là, donc historiquement, les associations sont communales. Et tout à l'heure, on a parlé de projet territorial de la collectivité, d'une collectivité plus grosse, EPIC ou autre chose. Et la question que j'ai envie de poser à Yves, c'est comment ça va pouvoir s'articuler, parce qu'on est bien dans un projet de territoire dans une agglo, alors que historiquement, les communes sont quand même, leur rayon, c'est la commune, et non pas l'agglo, non pas la collectivité, la grosse collectivité. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion à l'échelle intercommunale sur la gestion des associations. Je vais prendre un exemple que j'aime particulièrement, qui est le sport. Moi, je crois énormément au sport intercommunal et à la structuration de l'intercommunalité du sport. On ne pourra pas construire des équipements partout. On ne pourra pas. Par contre, on pourra construire des équipements de bon niveau à condition qu'on travaille de façon intercommunale au niveau associatif. On ne peut pas continuer à multiplier les chapelles, à multiplier les structures. On parlait d'emploi sportif ou d'emploi en général associatif. Si on veut éviter de la précarisation, si on veut éviter
des situations complètement incertaines pour ces compétences qu'on a absolument besoin, c'est à l'échelle intercommunale, c'est à l'échelle d'un regroupement d'associations sur plusieurs communes qu'on va réussir à le faire. Et puis, trouver de la transversalité entre le tissu associatif. On a plein de solutions malines à trouver pour chercher une optimisation des moyens financiers. Mais avec les mêmes moyens financiers, je pense qu'on peut mieux gérer en essayant d'avoir un raisonnement. Alors, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde parce que chacun veut avoir son association de ceci ou de cela, mais on peut spécialiser telle commune ou telle commune, des petites, des grandes, des moyennes, sur différentes thématiques. Mais prenons un exemple concret. Toutes les communes veulent avoir leur salle polyvalente. Ce qu'il faut d'abord regarder, c'est le taux d'occupation de ces équipements. Arrêtons d'utiliser de l'argent public pour faire plaisir à des collectivités ou à des élus pour que chacun ait son équipement. Si derrière, il n'y a pas le tissu associatif, je crois qu'il faut qu'on renforce le tissu associatif en mettant peut-être la carotte intercommunale. Moi, je serais pour mettre une prime supplémentaire si l'associatif se gère. Je ne dis pas que c'est possible partout. Et l'intercommunalité, elle est aussi à géométrie variable. Je reviens à la question qui a été posée. Il est clair que sur une intercommunalité de 34 communes comme la nôtre, quand on est sur la presqu'île de Ruiz ou quand on est sur les Landes de Lanvaux, on n'est pas sur les mêmes territoires. Et c'est déjà trop espacé. Mais à l'échelle de 6 ou 7 communes, au sein même d'une intercommunalité, à géométrie variable, on peut faire de l'intercommunalité associative. Est-ce que je peux continuer? Oui, après rapidement. Oui, rapidement dans 10 minutes. Ouais, c'est ça. Je voulais juste te poser la question. Le regroupement des communes, ça va quand même dans le sens de mutualiser, de mieux servir l'intérêt général. Alors que l'exemple de Saint-Aignan, comme les autres, montre bien que les bénévoles et la force de l'association, c'est de faire des projets ensemble, de travailler ensemble. Et là, ce que tu proposes, quand tu parles comment dire, d'un territoire beaucoup plus vaste, on va demander à des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas un passé ensemble, de faire des choses. Et là, on sait bien que ça va se heurter à une certaine réalité. Oui, mais il faut juste revenir un petit peu en arrière. Il a bien fallu que le législateur pousse le regroupement des communes au travers de l'intercommunalité de la loi NOTRe, puisque on n'a pas été assez intelligent pour faire des choses ensemble sur le modèle de la mutualisation. On l'a fait par un système obligatoire du transfert de compétences. Transférer les compétences d'une commune à une intercommunalité, c'est vider la commune de sa substance. Et donc, ça, ce n'est pas, à mon avis, la solution qui va, à mon avis, être la meilleure sur les territoires. Par contre, on a oublié une chose, ça faisait aussi partie de la loi, les schémas de mutualisation. On peut, à l'échelle de nos petits territoires, tout en étant dans une… Par exemple, gérer les déchets, gérer le transport et la mobilité, ça ne peut se faire qu'à l'échelle d'un grand territoire. Par contre, les sujets qu'on est en train de traiter là, ça se fait autour de bassins de vie, ça se fait autour de petites centralités rurales. Et la grande chance de la Bretagne, c'est qu'on n'a pas des métropoles, même si Rennes aujourd'hui a un impact important sur son territoire, mais globalement, quand je parlais des anciens cantons, des anciens chefs-lieux de canton, ce sont des petites armatures urbaines qu'on a la chance d'avoir de façon bien répartie sur l'ensemble du territoire. Et c'est sur ces points-là qu'on doit s'appuyer pour organiser nos affaires. Et je reviens sur des schémas de mutualisation à géométrie variable en fonction de la capacité qu'ont les élus à travailler ensemble. Mais ça oblige aussi à un changement d'état d'esprit d'un certain nombre d'élus. Les chapelles et les chapelles. Merci à Yves Blenven pour cette réponse en langue de bois. Karine, est-ce que toi qui surveilles le chat, est-ce qu'il y a des questions, interrogations, suggestions, remarques? Oui, alors pour rebondir en fait sur la question, enfin dans la continuité de la question de M. Klugeri, est-ce qu'il y a d'autres participants ou d'autres associations qui sont présentes ce soir qui ont réussi à ouvrir en fait sur leur territoire des espaces de concertation sur les questions d'environnement ou sur d'autres questions justement où il n'y avait pas obligatoirement vision commune entre le secteur associatif localement et les politiques ou les élus locaux?
Alors, n'hésitez pas à intervenir, à ouvrir le micro si c'est le cas ou si vous avez connaissance. Oui, alors moi, je reviens sur cette question en fait concernant les associations qui sont dans une démarche de transition écologique. Forcément, nous, Plouguerneau, on en a aussi. J'en ai 3 qui me viennent tout de suite en tête. Hein. On en a une qui est plus qui s'approche du mouvement des coquelicots. On en a une qui est Plouguerneau Nature Environnement qui défend voilà, le territoire avec tout. Et puis on a une autre association qui travaille autour de l'énergie. Voilà. Alors bien sûr, on n'est pas tout le temps d'accord, hein, on n'a pas toujours le même point de vue qu'eux, mais en tout cas, c'est clairement, bon, la chance qu'on a, c'est que notre conseil municipal déjà est dans la démarche de cette transition écologique. Ça veut dire qu'on arrive déjà à discuter. Mais ce n'est pas parce qu'on discute qu'on est d'accord. Ça, c'est toujours le premier point. Mais là, après, ce que nous, on demande aux associations qui sont dans cette démarche de transition écologique, c'est d'être force de proposition. Nous, notre point de vue, en fait, municipalité, c'est de se dire, bah, on ne sait pas tout. Mais si vous voulez qu'on aille plus vite ou si vous avez des idées novatrices, dites-le nous. Voilà. Au moins, on va pouvoir entamer ce débat. Et puis ensuite, bah, nous, élus, on mettra le curseur avec eux pour voir jusqu'où on peut aller. Et ensuite, on anticipe les éventuels conflits avec ces associations. Je dis conflits entre guillemets, hein, d'accord ? C'est-à-dire qu'on est vraiment, en fait, dans tous nos projets, enfin, on essaye, tout du moins, d'être dans le participatif. Et puis, ensuite, est-ce qu'on va aller jusqu'à la co-construction sur certains projets ? Voilà. Typiquement, là, sur notre mandat, on s'engage dans la rénovation complète de notre centre-bourg. Bah, forcément, cet aspect transition écologique, elle prend de l'importance. C'est-à-dire qu'on va consulter ces associations. Il y aura des réunions participatives citoyennes. Nous, on vient d'être choisi pour un atlas de la biodiversité. Donc déjà, on ne peut pas aller à l'encontre d'une certaine démarche. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra pas tout réussir, enfin, on ne fera pas tout bien, il y aura des erreurs, c'est sûr. On n'ira peut-être pas assez vite pour certaines associations, ça c'est certain. Merci. D'autres contributions ? Je voudrais prendre la parole par rapport à ces projets qui sont des projets interassociatifs avec des maires que je trouve très intéressantes, puisque justement, l'intérêt, c'est que les gens participent et qu'on construise quelque chose qui ne soit pas forcément le point de départ, mais qui mette en commun et en énergie trois choses très différentes. Dans un aménagement de bourg, il y a la circulation apaisée, les zones apaisées de circulation, la place du vélo, la place du piéton, qui habite quand même beaucoup la ville ou le village, et la végétalisation. Ça, c'est des choses qu'on peut lister facilement, et la possibilité de pouvoir se garer en voiture pas trop loin des commerces. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes à construire, et c'est ça qui est très riche, c'est l'interconstruction, l'interaction entre les associations. Je pense que c'est bien de ne pas trop aller vite, de prendre un peu de temps pour justement construire ensemble. Je trouve que c'est beaucoup plus riche après. Ça, c'est dans le cadre idéal. Mais après, effectivement, parfois, ça arrive qu'il y ait des rapports de force, comme l'a dit Arnaud, sur des choses où on n'est pas d'accord. Et le monde associatif est aussi établi un rapport de force parfois et qui peut aller très loin. Donc, ce n'est pas toujours… voilà. Je pense qu'il y a aussi des expertises qui sont là et des gens qui sont compétents pour instruire, par exemple, sur la biodiversité. Enfin, je pense qu'il faut solliciter les gens qui connaissent. Par exemple, à Brest, il y a une association à pied, à vélo qui peut être une bonne expertise pour les citoyens. C'est mettre au travail les gens qui voudraient que ça change avec l'expertise de ceux qui sont un peu en connaissance, mais du tissu associatif, parce que je trouve que quelquefois, c'est beaucoup plus… ça prend plus de temps, mais c'est beaucoup plus bénéfique quand ça vient des associations entre elles. Ben justement, alors quelles sont les recettes d'une coopération réussie ? Je vois Benoît qui lève la main, Françoise Fromageau a aussi posé une question, mais peut-être que je vais interroger nos invités, Marie et Christophe, à Saint-Aignan. Vous l'avez déjà dit, je pense, mais bon, il y a des mots forts qui sont sortis, quoi. Être à l'écoute, la reconnaissance, je trouve que c'est fort, la reconnaissance, c'est pas uniquement des subventions pour une association, c'est aussi dire ce que vous faites est important,
la confiance. C'est ça, les recettes d'une coopération réussie association-collectivité? Oui, bah oui, oui, je pense que vraiment cette confiance, et puis c'est beaucoup de dialogue aussi, vu que on a une petite échelle, un petit village, donc il y a un dialogue qui est très présent, et je pense que ça fait beaucoup de choses. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ça, rien que de cet espace d'écoute, et je pense que je ne sais pas si ça peut répondre aussi à la question d'Arnaud sur les espaces justement où il peut y avoir des accords. C'est-à-dire que s'il y a espace de discussion, et on parlait de communauté tout à l'heure, à partir du moment où effectivement, nous, on a la chance, en tout cas dans un petit village, de pouvoir tutoyer, je dis ça au sens large du terme, nos élus, et surtout de pouvoir les côtoyer au quotidien et sur aussi d'autres rapports que simplement le rapport élu-association. C'est vrai que j'aimerais parfois me demander ce qui se passe quand on est une association qui a quelque chose à revendiquer ou qui peut aussi entrer en opposition, parce qu'on n'a pas utilisé ce mot-là, mais il peut y avoir aussi une opposition d'idées entre l'instance publique, qu'elle soit communale ou intercommunale, etc., et l'association. C'est peut-être aussi pouvoir expliquer aux élus qu'une association, quand elle porte une opinion, quand elle porte une idée d'opposition, elle a le sentiment aussi d'avoir raison, et qu'il faut aussi entendre, pour être en capacité d'entendre ça, par un espace où il peut y avoir discussion, et pas simplement un rapport de où est-ce que je vais mettre le plus d'intérêt et qui a le plus d'intérêt et où se situe simplement l'intérêt général. Déjà, s'il y avait la possibilité de garantir l'espace de discussion, c'est vrai que nous, c'est ce qui nous permet de créer sereinement ici. Effectivement, je peux en témoigner que par l'exemple de la culture, mais c'est sans doute vrai pour tous les types d'associations. S'il y a un espace de discussion, c'est quand même déjà beaucoup plus agréable et on a plus le sentiment d'avoir une marge de manœuvre pour créer tout simplement. Alors, Karine, je crois qu'il y a, au standard, je crois qu'il y a plusieurs chats, messages dans le chat. Et puis, j'ai vu des mains se lever. Françoise Fromageau avait une question à poser sur les budgets participatifs. Cet outil-là, est-ce qu'il est utilisé? Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que certains l'ont pratiqué dans vos collectivités? Peut-être que Françoise, je ne vais pas te faire redire ce que je viens de dire, mais c'est ça ta question, je crois, Françoise, sur les budgets participatifs. Oui, merci en tout cas de cet atelier. C'est au-delà de l'outil, c'est de savoir comment on mobilise à la fois les associations, les conseils d'administration, les personnes qui sont en responsabilité des associations, mais aussi les personnes, les adhérents, les habitants en fait, parce que c'est bien cette question-là et la question qui est posée, c'est au-delà et c'est aussi posé dans la question je vois plus le nom, mais c'est la question de la pérennité aussi, c'est-à-dire que comment on peut éviter l'effet d'aubaine, l'effet d'annonce et qu'on puisse installer un état d'esprit, une acculturation commune en tout cas à la manière dont on va travailler ensemble sur un territoire, chacun à sa place. Et voilà, donc c'est… Oui, Christophe, je vous laisse répondre du tac au tac, si vous voulez, à Françoise. Oui, moi, alors c'est hors cadre associatif, je témoigne juste en individuel. Pour ce qui est des budgets participatifs, j'en ai eu l'expérience en tant qu'étudiant à Rennes 2. Et je trouve que le fonctionnement est intéressant parce que effectivement les idées et les projets qui sont mis en liste même dans le budget participatif émanent des gens. Et c'est pas uniquement des associations étudiantes, mais aussi simplement d'idées glanées. Et l'intérêt, c'est vraiment d'être proactif et très actif sur l'accueil des idées et comment aussi communiquer sur il va y avoir un budget participatif. N'oubliez pas de nous envoyer vos idées, que ce soit assez exhaustif. Et après, l'idée, c'est pas de rejeter des idées ou quoi que ce soit, c'est qu'il y ait une participation. Le fait que ce soit actif dans la participation, c'est pas simplement dans le fait de d'énoncer une idée, mais c'est aussi que à partir du moment où on se dit, on partage ces idées, on va dire, moi je pense qu'effectivement mettre du budget dans
le mobilier sur tel espace, ça a un intérêt. De mettre à disposition du matériel hygiénique dans les toilettes des filles du campus de Villejean, ça a un intérêt, etc. Et ben, effectivement, ça nous amène à discuter. Peut-être pas forcément en grand collectif, mais il y a quand même une véritable démarche de construction. C'est pas simplement d'attribution de… On ne devient pas attributeur de subventions par un budget participatif. Un budget participatif se construit sur toute sa démarche et sur toute sa longueur jusqu'à l'aboutissement qui est celle de voir concrétiser les projets choisis. Dans ce même sens, en fait, il a été évoqué la nécessité aussi d'accompagner justement les habitants, les citoyens dans cette prise en compte en fait des outils, aussi bien sur des enjeux de coopération que sur du budget participatif. Et en ça, les structures locales, et je pense peut-être à l'ULAMIR, peut-être Bénédicte, si tu veux réagir sur cet aspect-là de comment est-ce que vous êtes aussi facilitatrice en ouvrant ces espaces en fait où les habitants peuvent justement prendre l'habitude de s'impliquer et d'ouvrir ces espaces de concertation avec les élus. Oui, bonsoir à tous. Merci Karine. En effet, nous, on a la particularité d'être un centre social intercommunal en milieu rural, mais aussi labellisé centre permanent d'initiative pour l'environnement. Donc, on œuvre au quotidien sur les thématiques de transition écologique et par le biais de nos actions auprès des habitants sur le territoire pour lesquels les communes en fait, sont adhérentes de notre projet d'animation de la vie sociale, on accompagne les projets d'habitants. Donc, en fait, ce sont les habitants qui expriment eux-mêmes ce qu'ils souhaitent voir développer sur le territoire et c'est là que ça rejoint des commentaires qui ont été dits sur… pour co-construire, il faut partager les enjeux du territoire et du coup, l'association d'éducation populaire que nous pouvons être, en fait, va pouvoir aider à ce que la compréhension des enjeux territoriaux soit facilitée pour les habitants et de faire remonter les préoccupations des habitants vers la commune. Et donc, dans l'idéal, autour de ça, on va pouvoir co-construire des projets qui sont soit à l'initiative des habitants, soit à l'initiative de la commune et où on permet la rencontre. On peut prendre l'exemple de choses qui existent dans plusieurs communes maintenant, autour de jardins partagés, par exemple, à l'échelle d'une commune. Nous, on a un projet de ce type-là qui a émergé sur l'Ammeur, où à la base, c'est la commune qui dit nous, on a un espace qu'on souhaite mettre à disposition des habitants et on souhaiterait que ce soit un jardin partagé. Et d'un autre côté, on a des habitants qui nous disent oui, mais un jardin partagé, on vit en milieu rural, nous, c'est pas ça qu'on souhaite. Par contre, on veut bien un espace d'expérimentation sur la permaculture, sur la rencontre des savoirs et ce genre de choses. Et finalement, d'un jardin partagé, ça devient un lieu de vie, un lieu de partage et de co-formation entre pairs, où les habitants se rencontrent, etc. Donc, c'est vrai que du coup, on ne connaît jamais l'issue de l'histoire dans ce type de schéma, mais nous, en tant qu'association, on se pose vraiment comme facilitateur de projet. C'est qu'on va prendre tous les ingrédients, on les met dans la marmite et on voit ce qu'il en émerge. Alors, des fois, il y a des belles réussites, des fois, ça met plus de temps. Mais l'objectif, c'est de créer la rencontre et surtout que tout le monde se sente investi et participant, puisque la co-construction, elle a du sens que si la participation, elle est réelle. Et c'est souvent ça qui est source d'échec, en fait, dans ce type de projet. C'est quand on se fait croire qu'on veut faire participer tout le monde, mais qu'en fait, les décisions, elles sont prises sans les personnes concernées. Voilà, pour faire très vite. Merci Bénédicte. Il y avait d'autres, je sais pas, je crois qu'il y avait d'autres interventions. Par exemple, Benoît avait levé la main. Il y avait Julien aussi, Jean-Bec, qui a fait un écrit assez long. Mais Julien, si tu veux intervenir, n'hésite pas. Oui. Il y a aussi Jean-Marc, en fait, qui posait la question. Voilà, c'est ça. Mais je l'invite parce qu'elle était longue, donc je l'invite à la poser en direct sur l'ouverture d'une sorte de laboratoire social. Oui, bonsoir, j'ai activé mon micro, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, que pensez-vous de créer un laboratoire social au sein des communes ou des communautés de communes afin de permettre tous les acteurs locaux de se rencontrer? C'est-à-dire travailler ensemble, chacun dans son domaine de compétences,
et échanger entre la population, les institutionnels et les acteurs locaux de l'accompagnement, ou quelles que soient les compétences. Je ne sais pas si j'étais clair. C'est intéressant. Après, effectivement, il faut définir ce que c'est qu'un laboratoire social, qui est un joli mot, certes, mais peut-être il faut mettre… Un laboratoire social, je suis du monde de l'entreprise, donc j'ai créé une association il y a un an. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en place, c'est rencontrer tous les acteurs, parce qu'il y a une distance entre la réalité du terrain et la vision de chacun, la perception de chacun. Et c'est ce que je vois depuis 3 jours, que tout le monde réclame des rencontres, des lieux d'échange, des lieux de partage. Et c'est ce qu'on appelle un laboratoire ce soir, comme les Fab Labs. Ce que vous appelez les Fab Labs, c'est un lieu où tout le monde se rencontre et échange pour mettre des choses en place, comme Saint-Aignan, comme le maire qui passait tout à l'heure, monsieur, j'oublie son nom, du Morbihan. C'est créer ça, mais sur le terrain, où chacun peut s'exprimer et construire des choses ensemble, mais selon leurs compétences propres. Arnaud-Henri, est-ce que ça ne ressemble pas à un centre de vie sociale porté par Famille Rurale ou des choses comme… Non, c'est plus éloigné que ça? Ouais. On t'entend pas? Non. Proche de l'espace de vie sociale, pas forcément en fait. Hein, c'est les activités qui vont sortir via Famille Rurale, pour le moment, en fait, c'est pas. J'entends, il y a une notion de recueil en fait de l'information pour la capitaliser, pour la mutualiser, puis en faire ressortir quelque chose. C'est pas forcément cette démarche-là qui est envisagée pour le moment par Famille Rurale. Enfin, je m'avance peut-être pour eux, mais d'après ce que j'ai pu voir, c'est pas ça. Après, la démarche me semble très intéressante. Je me demande qu'à être conquis. Mais par contre, en mise en œuvre sur un territoire comme le nôtre, c'est déjà difficile sur certains événements ou sur certaines participations citoyennes d'avoir beaucoup de monde, de mobiliser. C'est déjà compliqué en fait. Hein. Pour dire les choses, c'est souvent les mêmes qu'on voit un peu partout. Et j'ai le sentiment que sur notre territoire, mais j'espère me tromper, ce seraient les mêmes personnes qu'on retrouverait en fait pour se mobiliser sur ce genre de structure. Mais je me trompe peut-être, sûrement même. En tout cas, c'est un outil mobilisable, Bénédicte, mais qu'on peut trouver ça dans les centres sociaux, un laboratoire social. Tout à l'heure, je mettrai un lien sur un kit que le mouvement associatif a fait pour les élus à la vie associative, avec plein d'outils possibles mobilisables. Donc voilà, et ça pourrait tout à fait en faire partie, on peut imaginer ça. Je ne sais pas s'il y avait d'autres interventions. Karine ? Oui, alors il y avait Marilyn Théophile qui évoque en fait la nécessité de se construire un langage commun, notamment quand on propose, ou en tout cas qu'on souhaite proposer aux élus des projets, et, pour que ce soit plus facile en fait d'expliciter aussi les raisons des budgets, de la hauteur des budgets peut-être, mais peut-être Madame Théophile, si vous voulez réagir et prendre la parole. Ah, peut-être que… Non. On a perdu, peut-être elle est partie, voilà, comme on ne voit pas, peut-être s'est Ouais. absentée quelques minutes. C'est pas évident. Et c'est tout ce que j'ai pour le moment. Benoît. Il y a Benoît qui voulait s'exprimer. Excuse-moi, je t'ai oublié, Benoît, vas-y. Pas de souci. Je ne m'inquiétais pas. Non, mais c'est pour revenir sur les aspects, notamment en effet, on parle de coopération réussie. Et je crois que ça transparaît quand même énormément dans les échanges qu'on a là, c'est qu'on a vraiment besoin de communiquer, d'échanger ensemble. Et ça sous-entend le fait aussi de bien se connaître. Il y a un travail d'interconnaissance à avoir entre les collectivités, les associations, parce qu'on peut vite aller vers des raccourcis où en fait on ne connaît pas bien les rôles respectifs de chacun. Et c'est vrai que ça a été abordé dans un atelier précédent, hein, quand on a abordé la coopération pour engager les transitions, notamment avec les collectivités et les associations. Il y a un travail qui a été préparé, notamment à l'occasion de la Brescop l'été 2019. Et en fait, on avait avancé sur un projet de charte, et c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on avance un peu plus encore aujourd'hui ensemble. Mais qu'est-ce qui ressortait de ces travaux-là, quelque part? C'était ce besoin, en effet, de confiance réciproque entre l'association et collectivité. Pour que quelque chose puisse réussir, il y a besoin de ce climat de confiance. Donc, du coup, ce climat aussi de confiance, il s'installe que si déjà on se connaît bien,
si on parle le même langage, ça a été dit aujourd'hui, hein, encore ce soir. Il y a une acculturation vraiment à avoir chacun l'un envers l'autre. Et en effet, souvent, les associations, on est cité comme animation du territoire, quoi. Mais on est aussi, il y a un terme qui transparaît dans les travaux qu'on avait fait dans le cadre de la Brescope, qui ressortiront plus tard. On est aussi là en termes d'agitation du territoire. On n'est pas là que pour animer le territoire. Des fois, on peut bousculer, c'est vrai que on peut bousculer les idées, mais ça, on est bousculé de toutes parts de toute façon. Les associations peuvent être bousculées, les collectivités aussi peuvent être bousculées. Et c'est cette agitation justement qui fait que on arrive à avoir des discussions, des échanges, et on construit, on analyse, on partage un diagnostic déjà commun, pour ensuite poser sur la table qu'est-ce qu'on veut vraiment faire de notre territoire et comment on veut l'animer. Et donc du coup, parfois c'est vrai, ça agite un petit peu les esprits, mais quelque part, c'est pas bloquant. Le fait de ne pas être d'accord, c'est pas quelque chose qui doit être bloquant, au contraire. Et donc voilà, c'était dans cet esprit-là qu'il fallait vraiment avancer. Et donc c'est vrai que c'est plus détaillé. Je vous invite à rejoindre le replay de l'atelier transition qui a eu lieu il y a un peu plus tôt dans la journée, mais où vraiment ces choses-là ont été abordées. Et c'est un chantier qui n'est pas terminé, c'est un chantier qu'on veut continuer à mener, qu'on mènera aussi avec le mouvement associatif pour essayer de voir comment toutes ces productions, ces projets de coopération peuvent se décliner à l'échelle de la Bretagne et à court terme si c'est possible, parce que sur les transitions, en tout cas, il y a urgence à agir et ensemble. Je voudrais peut-être, oui, merci Benoît pour ta contribution. Je voudrais aussi peut-être un peu bousculer, si je peux me permettre, en disant certes, il y a la coopération, mais il y a aussi parfois de l'instrumentalisation des pouvoirs publics sur le monde associatif. Les pouvoirs publics subventionnent le monde associatif et parfois lui disent, pour dire les choses clairement, lui dit de se taire parce qu'il le subventionne justement. C'est ce que disait Roger Su, l'universitaire, samedi matin à l'ouverture des assises. De toute façon, on vous tient puisque vous êtes subventionné. Donc, parfois, certains élus, pas tous bien sûr, vous disent « taisez-vous, vous avez de l'argent public ». Et c'est aussi au monde associatif de dire « non, c'est pas parce que vous nous soutenez qu'on doit se taire et se plier à vos ordres ». Donc, c'est bien le rapport entre coopération et instrumentalisation possible qu'il faut établir. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de rapport de force. Il faut parfois l'établir, c'est nécessaire, hein, c'est comme ça. Hein, il y a parfois des rapports de force, mais que les choses soient dites et qu'il y ait des espaces de concertation. C'est un peu ce que dit Julien Jambet quand tout à l'heure, vous parlez de Lorient Aglo, là, vous avez une contribution écrite dans le chat, sur le procès dans le long terme, sur la coopération avec le monde associatif. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu exprimer, Julien? Je vous interpelle là, du coup directement. Le micro, hop, on met le micro. Bien, bonsoir. Je pense que le sujet il est vaste et on pose beaucoup d'éléments. Je pense que la difficulté qu'on a sur les territoires, c'est de sortir du parcours, parce que la coopération, on l'a entendu là dans différents exemples, elle peut apparaître sur un besoin de territoire, un enjeu vraiment très spécifique. On a entendu aussi que des fois la collectivité était en recherche d'un opérateur pour mettre en place une politique publique par une DSP. Donc, en fait, il y a plein de raisons de trouver les coopérations, qu'elles soient bien vécues, efficaces, pertinentes, équilibrées, comme on était en train de l'évoquer, pour les différentes parties. Ça, c'est quelque chose de moins facile. Et il y a tout un tas d'initiatives auxquelles nous, on a pu participer, c'est vrai, sur Lorient Aglo. Il y en a certaines qui étaient pilotées au tout départ dans les premières éditions, et j'insiste vraiment sur le terme piloté par la collectivité. Je prends les exemples, par exemple, dans les quartiers politiques de la ville, avec des dispositifs qui s'appellent Jeunes en Trans, dans lequel la coopération était presque forcée. Mais c'est peut-être une étape nécessaire au départ pour casser les représentations, se connaître, adopter des postures qui soient un petit peu moins, qui permettent en tout cas d'avoir envie de travailler ensemble. Et puis on a vu au fur et à mesure des éditions, par exemple sur une initiative comme Jeunes en Trans, qu'il y a eu des proximités qui se sont créées, de la confiance qui s'est créée. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'objectifs communs qui étaient partagés au final chez ces différents acteurs-là, et que chacun était une pièce d'une problématique. Et je trouve que l'enjeu, c'est un peu pour répondre aussi à ce qui était évoqué auparavant, c'est de trouver le processus pour que ça dure dans le temps. Et j'entendais tout à l'heure de se dire, c'est compliqué de mobiliser parce qu'on retrouve souvent les mêmes personnes.
parce qu'on segmente aussi beaucoup les choses, je pense. Et je reprends l'exemple de Jeunes en Trans. Les jeunes étaient savoir comment on allait les impliquer dans le processus. Alors, ils étaient bien prévus à la partie diagnostic. Il y avait eu des petits ateliers qui avaient été mis en place pour permettre aux jeunes de recueillir leurs besoins. Et puis, quand il s'agit de mettre en place le plan d'action dans ce programme-là, dans lequel il y avait la collectivité locale, des opérateurs associatifs qui étaient là depuis très longtemps et très identifiés, les jeunes, ils n'étaient plus là. Et donc, on voit bien que cet apprentissage à la coopération, c'est pas inné, quoi. On se lève pas le matin en se disant avec qui je vais bien pouvoir coopérer aujourd'hui. C'est un moment de trouver un intérêt dans l'efficacité. Et cette efficacité-là, cette manière de pouvoir se rencontrer sur le diagnostic, de co-construire des actions et ensuite de les co-élaborer pour les co-évaluer, en effet, je partage assez l'idée de laboratoire social sur le territoire. Il y a des dispositifs qui s'appellent Fabrique à Initiative. Nous, à Lorient, on a monté un tag qui est aussi dans l'idée de travailler là-dessus. On a travaillé une collectivité sur un dispositif qui était de renouvellement urbain. Mais c'est un vrai apprentissage. Et il faut accepter ce qui a été aussi évoqué, de se dire ça ne va pas être parfait du premier coup. D'où l'accompagnement aussi qui était cité tout à l'heure par le représentant du CPIE. Oui, parce que c'est des process. Hein. Je veux dire, la coopération, ça nous paraît assez évident, mais ce n'est pas si évident. Donc, il faut déjà avoir des envies, avoir des process et un peu savoir comment faire, et puis décloisonner le rôle des uns et des autres et viser en effet un intérêt de territoire. Peut-être que l'intérêt général, c'est très compliqué, enfin, si on doit le définir, c'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, un intérêt de territoire qui soit un peu palpable, dans lequel on trouve aussi de la satisfaction à réussir. On ne peut pas imaginer que la coopération, ça soit juste quelque chose de difficile, quoi. Donc, il faut qu'il y ait la satisfaction qui apparaisse à un moment. Là, on entend beaucoup de « on ne se connaît pas, on se confronte, c'est difficile, il n'y a pas de moyens ». Il faut trouver les moyens de la satisfaction, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est quelques clés. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Mais en tout cas, expérimenter, on voit que ça progresse. Mais il faut faire. Il faut lancer ces choses-là. Il faut concrètement faire. Donc, c'est parfait, en tout cas, qu'on évoque tout ça ce soir ensemble. Ça donne envie de faire, en tout cas. Merci Julien pour cette belle contribution optimiste qui donne envie, effectivement. Marie-Lyne Théophile, tout à l'heure, vous avez un souci de micro. Vous n'avez pas pu intervenir. Je vous laisse la parole si vous voulez. Je crois que ça fonctionne maintenant, je pense. Non, pas mieux. Bon. Non, pas mieux. Bon, en tout cas. Est-ce qu'il y a, vous pouvez intervenir quand vous voulez, Marie-Lyne. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je n'ai pas pu regarder tout le chat. Karine, c'est toi qui as l'œil dessus, dis-moi. Oui, alors il y a une autre question, mais dans la continuité de ce que tu dis, Julien, en fait, justement, quand on est sur l'ouverture d'espaces de concertation et qu'on construit ensemble, localement, en fait, le devenir des territoires, est-ce que la question de la poursuite ou en tout cas de la mise en place de délégations de services publics reste pertinent dans ce cadre, ou est-ce que justement il faut revenir aux subventions ou inventer autre chose? Voilà, c'est une des questions qui remontait. La fameuse question des DSP. Oui. Qui veut s'y coller, qui veut évoquer ça? Jean-François peut-être, ou je ne sais pas qui a posé cette question, c'est Jean-François Rollin peut-être? Non, c'est pas toi, excuse-moi, désolé, je pensais. Comme j'ai pas tout l'historique du chat. Ah, Françoise. Peut-être que tu vois que tu as fermé ton micro. Effectivement, il y a toute la question des délégations de services publics, c'est-à-dire que l'attribution. En fait, Yannick, c'était savoir si. Ah, pardon, Françoise. Excuse-moi, oui. Excuse-moi, je remets ma caméra, mais je n'ai pas une très bonne connexion. Je suis désolée, à l'hôpital, c'est pas terrible. Non, mais la question, c'était de savoir si on peut encore en parler, si ça a un avenir, quoi, je veux dire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ou est-ce qu'il faut peut-être réinventer le modèle? Voilà, c'était aussi ça que je voulais exprimer. Il y a les DSP, et puis il y a, comme écrit Arnaud Clogeret à l'instant, c'est la question des appels d'offres. On en a parlé dans un autre atelier pendant les assises, c'est-à-dire la mise en concurrence systématique du monde associatif entre elles. C'est-à-dire qu'une collectivité lance un appel, elle dit je choisirai ce que je considère comme être le meilleur, et du coup, il n'y a pas de coopération entre assos, elles se battent entre elles pour décrocher le marché. Donc ça, c'est tout à fait opposé aux valeurs, je crois, du monde associatif, qui est quand même la coopération à la base. Et de fait, elles se sentent parfois complètement mises à mal, enfin, elles sont bousculées, elles sont même parfois, elles souffrent avec ça.
puisqu'elle se retrouve où elle perd des marchés, ça dure 3 ans, ça recommence, etc. Donc, tout ça est un système qui fait que le monde associatif ne se retrouve pas du tout. Madame Théophile, je crois que c'est. Je vous vois là. Vous voulez vous exprimer? C'est bon? Non, votre micro marche pas? Si? Non, non, votre micro marche non, Si, définitivement pas. il est ouvert. Mais c'est de votre côté que je crois que ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a d'autres expressions, peut-être, Karine? Alors, on a justement, on réévoque, et c'est vrai que ça a été évoqué aussi dans les autres ateliers, la question de la coopération, de la culture de la coopération, en fait, qui est pas encore un réflexe peut-être pour l'ensemble des acteurs, qui est un champ, en fait, à poursuivre ou à ouvrir. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour des dernières réactions du côté du chat, en tout cas. Je voudrais peut-être poser des dernières questions à nos invités, à Arnaud, à Marine, tout à l'heure je vous ai appelé Marie, excusez-moi, et puis à Christophe, pour justement vous demander, certes, vous avez fait un travail de fond avec le monde associatif, vous voulez vraiment une approche coopérative, mais comment est-ce qu'on pourrait aller encore plus loin dans la démarche de coopération avec le monde associatif sur vos territoires? Quelles sont les prochaines étapes, admettons, dans un process, comme disait Julien tout à l'heure? Alors, je ne sais pas qui commence, si vous voulez, Saint-Aignan, comme vous voulez. En tout cas, nous, en tant qu'association, moi, je suis assez sensible à l'idée seulement de délégation de services publics. Ce serait aussi parfois, en plus de coopérer, simplement aussi de faire prendre conscience de problématiques de territoire. C'est-à-dire que nous, quand on fait culture dans le milieu rural, c'est aussi de bien faire rendre compte. Et là, c'est c'est dommage, hein, il n'est plus là, Monsieur Benwen, d'entendre qu'une collectivité se dise: bah, moi, je n'ai rien à voir avec le fait d'animer en termes d'événementiel mon territoire. J'aide des associations pour le faire et c'est tant mieux. Je pense que il faut entendre que les associations expriment parfois un manque. Il ne faut pas forcément l'imputer à la commune ou à je sais quelle autre instance, mais simplement effectivement de se dire que, en tout cas pour les droits culturels par exemple, s'il y a une telle vivacité aussi par exemple dans les milieux ruraux, c'est parce que on est obligé de se servir un peu soi-même et que c'est aussi parce que parfois on a été abandonné par le public, par en tout cas ceux qui font instance publique. Cet éloignement, le fait qu'on n'ait pas de transport pour aller sur les grands centres culturels, le fait de ne pas avoir les équipements, les fonds pour le faire. Et le fait surtout qu'aucune instance publique, que ce soit la mairie, l'intercommunalité, le département, la région, nous apporterait le service qui est un service de droit commun, l'accès à la culture tout simplement, par exemple, mais c'est vrai pour plein d'autres sujets associatifs. Et vraiment, s'il y avait possibilité de faire prendre conscience de ça, c'est-à-dire en plus de pouvoir discuter de ça, véritablement faire prendre conscience, bah, ça ne serait pas un mal. Vous voulez rajouter quelque chose, Marine? Oui, juste au niveau coopération sur Saint-Aignan, c'est vrai que l'ancien mandat avait commencé un travail de rédaction d'une charte entre l'association Finambule et la municipalité. Et donc, je pense que ça va être un travail qui va reprendre avec le nouveau mandat. Et au sens plus large des autres associations, bon, c'est vrai que là, le deuxième confinement nous a un peu bloqués, mais on allait commencer un travail, en fait, réunir toutes les associations de Saint-Aignan ensemble pour créer du lien déjà. Parce qu'il y a plein d'associations, je pense, qui ont un peu pas forcément les mêmes objectifs, mais qui pourraient avoir un travail intéressant ensemble. Et donc voilà, ça c'est un peu les objectifs futurs de la mairie de Saint-Aignan. Merci. Arnaud, vous voulez témoigner pour la ville de Plougarneau? La coopération avec les associations, en fait, je reviens sur le mot dialogue, en fait. Parce que quand on a une équipe municipale, on n'a pas une vision globale. Je pense qu'il faut être honnête. Et ça fait du bien aussi de se faire bousculer par ces associations. Il faut aller les chercher, en fait, par plusieurs moyens. Mais voilà, ce dialogue, pour moi aussi, en tant qu'élu, c'est de se dire, bon, ben voilà, le milieu associatif va vouloir défendre des valeurs, des projets. Ben, ils vont nous bousculer. Ils vont nous faire avancer pour ce territoire. Et il faut trouver des moyens. Alors nous,
on envisage, c'était dans notre programme, un système de budget participatif, alors qui ne s'adresse pas forcément directement aux associations. On est plus dans une démarche en fait de quartier. On va dire, on a des centralités au sein même de notre commune. On pensait faire des choses autour de ces centralités-là. Et c'est sûr que les associations vont s'y mettre. Après, il y a le budget participatif. Il y a aussi, on disait tout à l'heure, on n'a pas forcément connaissance de tous les outils en fait pour faire cette animation. Et ça, c'est aussi une volonté qu'on peut avoir en tant qu'élu. C'est-à-dire que je reprends l'exemple de la rénovation de notre bourg. Clairement, dans le cahier des charges pour recruter notre maître d'œuvre, la coopération, c'est quelque chose, c'est une compétence qu'on demande au maître d'œuvre pour nous assister dans cette action, parce qu'on ne sait pas, nous, le faire. Voilà, on vient tous de milieux différents dans une équipe municipale, mais on ne sait pas forcément faire ça. Donc, ne pas hésiter aussi à se faire aider par des gens qui ont justement les connaissances que M. Lambert et Jourbet expliquaient tout à l'heure. Voilà. Il y a certains mécanismes en fait, qui peuvent nous aider, certains conseils. Faut les prendre et il faut avancer comme ça, à mon sens. Merci Arnaud-Henri. Pas mal d'échanges pendant ce temps dans le chat, là, en fin d'atelier, qui arrive avec des sujets importants. Un gros sujet, on pourra faire passer la soirée là-dessus, c'est la place des DGS, c'est-à-dire des fonctionnaires territoriaux sur leur culture du monde associatif. Je ne sais pas comment appeler ça. En tout cas, les DGS ont beaucoup d'importance dans les mairies, dans les collectivités en général. Et souvent, ils ont, comment dire, proprement, en tout cas, il y a un rapport au monde associatif qui n'est pas nécessairement celui des élus. Et quand ils ont beaucoup de place, effectivement, ils ont tendance à passer souvent vers des DSP ou aller dans des organisations comme ça, enfin dans des outils comme ça. Et ils n'ont pas souvent la culture associative, enfin je l'entends régulièrement en tout cas de la part d'associations. Donc il y a peut-être aussi tout un travail de culture à faire au sein des centres de formation type CDFPT pour les agents territoriaux. Et puis monsieur Paul Terral aussi témoigne de communes. Là on a 2 communes, Saint-Aignan et Plouguerneau, mais il y a d'autres communes qui sont assez exemplaires dans leur approche à la vie associative et sur la démocratie en général. Dans les ateliers, il y a eu le témoignage de Saint-Aubin du Cormier, avec un témoignage très fort sur ce qui se passait là-bas. Mais on connaît aussi, bien sûr, en Bretagne, ceux qui connaissent un peu la démocratie locale, ce qui se passe un peu dans les territoires, c'est Trémargat, qui est assez connu en Centre-Bretagne sur tout ce qu'ils font avec les habitants. Mais aussi, voilà, Paul Terral témoigne de Séné ou même de Cancale sur les droits culturels. Voilà, il y a des choses qui se passent un petit peu partout. Et puis en France, il y a d'autres territoires que vous connaissez peut-être, comme Los Angeles, dans le nord de la France, qui depuis longtemps travaille avec les habitants et avec le monde associatif. Voilà, il est déjà 19h30. Peut-être quelques toutes dernières interventions pour conclure, soit de la part, on est encore 47 participants en tout, de la part de n'importe qui d'entre vous, même ceux qui ont écrit dans le chat, nos invités, pour donner un petit mot de conclusion sur ce thème, sans quitter le thème, quels ingrédients pour une coopération association-collectivité réussie? Personne? En blanc? Je regarde. Non, je ne vois pas tout. Karine, si tu peux me dire. Il y avait M. Clugeri qui faisait une autre proposition et qui est peut-être une piste de travail pour finir. Il se disait que peut-être souvent dans les demandes de subventions, on demandait qu'il y ait un 20% d'autofinancement et lui, il se posait la question de pourquoi on ne pourrait pas valoriser justement l'investissement des bénévoles dans ce cadre de ces 20%-là qui leur permettrait parfois de boucler le budget et pouvoir avancer sur leur projet. Voilà, et Claude Arnal, donc, qui témoigne d'une approche assez critique sur le COPRAEC. Voilà, qui prend beaucoup de temps pour les bénévoles et les professionnels sur la ville de Brest. Il y a aussi des choses qui ne réussissent pas peut-être, en tout cas qui demandent peut-être à être améliorées. Voilà, donc tout ça pour vous dire que moi, on a mis en ligne, on mettra dans le site des assises, dans les sites ressources, le kit de l'élu à la vie associative, que vous pouvez aussi proposer, si vous êtes militant associatif, dirigeant associatif, aux élus que vous connaissez, en disant, voilà, un panel d'outils que vous pouvez prendre pour mieux coopérer ensemble. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est la fin des assises régionales de la vie associative. C'est le tout dernier atelier. Il y en a eu
bonne dizaine avec des temps, voilà, aussi des temps plénières, comme si on était en réel, mais on essaie de le faire totalement 100% en ligne. C'est une première pour nous. On a fait comme on a pu. Évidemment, ça ne vaut pas un coup à boire ensemble comme on fait d'habitude tous les 3 ans. Tout sera en ligne, c'est-à-dire comme cet atelier sera enregistré, tous les autres ont été enregistrés. Vous n'avez sans doute pas participé à tous les ateliers, vous pourrez les revoir sur notre site. Je vous souhaite vraiment une bonne soirée. J'ai eu un grand plaisir à animer ce soir ce temps avec vous. On se retrouvera, je l'espère, c'est sûr, sur des événements associatifs ou alors en ligne encore. On fera d'autres événements comme cela. Voilà, eh bien, je vous dis Kenavo, bonne soirée. Demain, c'est férié, vous pouvez rester un peu au lit. Voilà, au revoir. Merci à tous. Merci en particulier à Saint-Aignan et à Plouguerneau et aussi à Yves Ven qui a dû partir avant. Il devait préparer son conseil municipal, mais en tout cas, il a aussi beaucoup contribué comme vous autres. Au revoir.